La source principale des coronavirus félins se trouve dans les fesses et dans la litière des chats infectés. Par conséquent, la transmission se produit majoritairement de manière orofécale. Par contre, la salive joue un rôle mineur dans la transmission, à l'inverse des autres virus félins tels que le virus de l'immunodéficience féline ou le virus de la leucose féline. En plus, le coronavirus félin peut survivre dans un environnement sec 7 semaines et peut donc également être transmis de manière indirecte via les objets des animaux, les chaussures, les mains, les habits et même lors d'expositions félines. Cependant, le coronavirus félin est rapidement rendu inactif par la majorité des détergents ménagers et désinfectants. La transmission transplacentaire, par contre, est décrite comme très rare et surviendrait dans le cas où la chatte développerait la PIF durant sa gestation. Étant donné que le coronavirus félin est transmis par voie orofécale, l'infection a primairement lieu à travers le nez et le pharynx. Les coronavirus félins se répliquent dans un premier temps dans les cellules épithéliales du pharynx, dans les cellules épithéliales respiratoires et dans les cellules épithéliales intestinales, ainsi que dans leurs nœuds lymphatiques régionaux. Ensuite, l'infection des monocytes et macrophages mène à une virémie qui dissémine les virus dans les organes. Kipa-Réal examine la distribution et la concentration virale dans les différents compartiments intestinaux et dans les organes chez des chats infectés par voie orale par un coronavirus félin avirulent, le coronavirus entérique félin. À différentes périodes, du jour 14 au jour 80 après l'infection, ils ont également procédé à d'autres mesures telles que l'excrétion virale fécale et la présence de virémie. Tous les chats expérimentalement infectés sont restés cliniquement sains. Aucun changement indiquant la PIF n'a été aperçu. Kipa-Réal montre que le coronavirus entérique félin peut infecter l'intestin entier, mais que le côlon est le site majeur de persistance du virus. De plus, il décèle la présence d'antigènes du coronavirus félin à haute concentration dans les cellules épithéliales prismatiques du côlon. Comme l'antigène viral semble être uniquement présent dans l'épithélium intestinal superficiel du côlon, Kippard et Hall expliquent que la transmission de cellule à cellule peut être le mode de persistance choisi par le coronavirus entérique félin. En plus du côlon, le foie et les nœuds lymphatiques mésentériques sont plus fréquemment infectés que les autres organes. Comme nous montre ce graphique, les nœuds lymphatiques mésentériques possèdent une concentration élevée comparée aux autres tissus lymphatiques tels que la rate, les amygdales et le thymus. Cette découverte indique une distribution principalement locale du virus, de l'intestin aux nœuds lymphatiques régionaux, via la lymphe. Quant à la forte présence du virus dans le foie, elle est expliquée par le fait que la veine porte y conduit le sang depuis les intestins. Une association entre la persistance virale dans l'intestin et l'excrétion fécale du virus est aussi démontrée. Tous les chats excrètent le coronavirus entérique félin de manière constante entre les jours 2-3 et le jour 17, et de manière intermittente, voire nulle, par la suite. Ceci s'explique principalement par le fait qu'en début d'infection, tous les compartiments de l'intestin grêle, le duodénum, le jéjunum et l'iléum sont infectés en plus du gros intestin, le côlon, et présentent une concentration virale élevée. Cependant, comme le côlon est le site de persistance du virus et que la suppression virale a lieu tardivement, une réinfection de l'intestin grêle par le côlon peut permettre une nouvelle excrétion virale. Ceci explique la possible excrétion virale fécale intermittente après le jour 17 d'infection. Ces résultats attestent donc que les porteurs sains peuvent représenter une source constante de coronavirus félin par l'excrétion fécale. La présence de virémie est vérifiée dans le sang, le plasma et les monocytes de manière hebdomadaire par RT-PCR de l'ARN du coronavirus félin. Un pic de virémie apparaît une semaine après l'infection et décline par la suite. Aucun chat ne semble être virémique pendant l'entière période de test.
La présence d'ARN du coronavirus félin dans les organes sans virémie détectable indique que le virus peut infecter et persister dans les cellules autres que les monocytes et entérocytes. Bien que la présence d'antigènes du coronavirus félin ne soit pas démontrée dans les nombreuses cellules hépatiques de Kupffer, Kippa Real insiste sur le fait qu'elle pourrait, malgré tout, être responsable de la forte concentration virale dans le foie, particulièrement chez les chats non virémiques. La figure C prouve, contrairement au foie, la présence d'antigènes viraux dans les macrophages intravasculaires pulmonaires des poumons d'un chat non virémique. Ces macrophages pourraient, selon Kippa Real, représenter des sources de virémie récurrentes chez les chats infectés par le coronavirus félin en libérant à nouveau les virus dans le sang et en les transmettant aux monocytes. En effet, l'expérience souligne qu'au jour 80, un plus grand nombre d'organes est positif au coronavirus félin comparé au jour 40, signalant ainsi une infection des organes par une virémie récidivante. Chez les chats asymptomatiques, le coronavirus entérique félin se réplique majoritairement dans les cellules intestinales et persiste dans le côlon. Chez les chats atteints de la PIF, l'infection est, à l'inverse, essentiellement systémique. Le coronavirus de la péritonite infectieuse féline a une plus grande affinité pour les monocytes et les macrophages que pour les entérocytes. Le coronavirus de la péritonite infectieuse féline a donc pour cible des cellules différentes au coronavirus entérique félin et deux théories opposées tentent d'en expliquer la raison. La première hypothèse est celle de la mutation interne ou in vivo du coronavirus entérique félin, donnant ainsi une virulence au coronavirus entérique félin et lui permettant de développer la PIF. Le coronavirus de la péritonite infectieuse féline proviendrait, dans ce cas, d'une mutation du coronavirus entérique félin à l'intérieur du chat infecté. La deuxième hypothèse est celle de la circulation externe de deux virus distincts, le coronavirus entérique félin avirulent et le coronavirus entérique félin virulent, nommé le coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Ici, le coronavirus de la péritonite infectieuse féline n'aurait aucun lien avec le coronavirus entérique félin. Comme tous les virus à ARN, les coronavirus sont particulièrement enclins aux mutations. Lors de la réplication de l'ARN viral, une enzyme, l'ARN polymérase, laisse naître en moyenne une mutation par 10 000 nucléotides. Le génome des coronavirus représente environ 30 000 nucléotides, ce qui voudrait dire qu'à chaque cycle de réplication, 3 mutations ont lieu. Ces mutations pourraient donner au coronavirus entérique félin sa virulence et induire la PIF. Plusieurs études ont tenté d'identifier la mutation responsable de la pathogénèse de la PIF. Elles ont suggéré des différences de séquence dans la protéine de surface et dans les protéines non structurales. L'infection des macrophages est un facteur de virulence essentiel dans la pathogénèse de la PIF. Alors que les coronavirus entériques félins non virulents se répliquent principalement dans les cellules intestinales, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline ont acquis la possibilité de se répliquer de façon efficace dans les macrophages, ce qui permet une rapide dissémination du virus virulent à travers le corps. Afin d'identifier la cause génétique de ce tropisme pour les macrophages, Rottier et al. Ont procédé à des recombinaisons d'un coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 avec un coronavirus entérique félin de type 2 génétiquement proche. La capacité des virus hybrides à infecter les macrophages a été mesurée. Dans l'expérience, le coronavirus entérique félin ainsi qu'une recombinaison sauvage du coronavirus de la péritonite infectieuse féline ont également été utilisés comme virus de contrôle.
Cette figure nous dévoile que les coronavirus de la péritonite infectieuse féline réassortis avec le groupe de gènes 3A au gène de la nucléocapside du coronavirus entérique félin infectent fortement les macrophages. Il en est de même pour les coronavirus de la péritonite infectieuse féline réassortis avec le gène de la polymérase du coronavirus entérique félin. De façon similaire, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline où il manque le groupe de gènes 3ABC ou 7AB infectent tout aussi bien les macrophages. De ce fait, nous pouvons déduire que ces gènes ne sont pas utiles au coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 pour infecter les macrophages. Par contre, le coronavirus de la péritonite infectieuse féline réassorti avec le gène du spicule du coronavirus entérique félin montre une très faible infection des macrophages. Ainsi, le spicule des coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 apparaît être déterminant à l'infection des macrophages. Rottier et al. Ont également voulu déterminer quelle région du spicule des coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 permet leur tropisme pour les macrophages. Le spicule comporte deux régions principales. La région N-terminale, qui sert à reconnaître les récepteurs viraux, et la région C-terminale, qui joue un rôle essentiel dans la fusion des membranes. Cette figure nous montre clairement que le spicule du coronavirus de la péritonite infectieuse féline, réassorti avec la région N-terminale du coronavirus entérique félin, infecte les macrophages de manière comparable au coronavirus de la péritonite infectieuse féline de contrôle. Cependant, s'il est réassorti avec la région C-terminale du coronavirus entérique félin, l'affinité pour les macrophages s'avère être faible, donc analogue à celle du coronavirus entérique félin de contrôle. Le résultat nous confirme ainsi que la partie C-terminale du spicule des coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 est responsable de leur tropisme. Comme la région C-terminale du spicule joue un rôle dans la fusion des membranes, nous pouvons retenir que la différence d'affinité des coronavirus de la péritonite infectieuse féline et des coronavirus entériques félins pour les macrophages n'est pas due à l'utilisation de différents récepteurs viraux. La divergence a lieu au niveau de l'entrée cellulaire. Comme le sérotype 1 est plus commun dans la population féline, Chang et al. Ont voulu apprendre si l'acquisition du tropisme pour les macrophages chez les coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 1 induit les mêmes principes que chez le sérotype 2. En se focalisant uniquement sur le gène du spicule, il montre que la différence de nucléotides entre les coronavirus entériques félins et les coronavirus de la péritonite infectieuse féline de sérotype 1 se trouve également dans plus de 95% des cas dans la région C-terminale du spicule. Pourtant, Chang et al. Affirment que si seules ces mutations permettaient au coronavirus entérique félin de type 1 d'acquérir leur virulence, la PIF serait une maladie plus fréquente. De ce fait, d'autres mutations semblent toutefois nécessaires au coronavirus entérique félin pour déclencher la maladie de la PIF. La récente expérience menée par Chang et al. Sur 27 chats infectés par le coronavirus entérique félin et 28 chats atteints de la PIF découvre que l'expression de la protéine non structurale 3C est indispensable à la réplication intestinale du coronavirus entérique félin, mais pas obligatoirement nécessaire à la réplication systémique du coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Alors que le gène 3C reste sans exception intact chez tous les coronavirus entériques félins, il est généralement muté chez les coronavirus de la péritonite infectieuse féline. En effet, leurs résultats montrent les différentes mutations du gène 3C observées chez les coronavirus de la péritonite infectieuse féline dans les tissus lésés des chats atteints de la PIF. Nous pouvons constater
que la délétion de nucléotides dans le gène 3C est la mutation la plus fréquente en comparaison avec les mutations non-sens, les insertions et les combinaisons de celles-ci. La plupart de ces mutations résultent en une fin prématurée de la translation. Toutefois, étant donné que ces mutations n'apparaissent pas chez tous les coronavirus de la péritonite infectieuse féline, elles ne semblent pas être les seules causes directement responsables de la PIF. Dans leurs résultats, nous pouvons voir que Chang et al. Ont aussi analysé les fesses des chats atteints de la PIF. Dans la majorité des échantillons, l'ARN du coronavirus félin n'était pas perceptible même avec l'utilisation d'une RT-PCR à haute sensibilité. Ils expliquent ces résultats par le fait que la PIF, en causant la mutation du gène 3C, supprime l'infection primaire intestinale au profit de l'infection systémique ou la réduit à un faible niveau non décelable. Par contre, chez 29% des chats atteints de la PIF, l'ARN du coronavirus entérique félin demeure intact. Et dans seulement 0,06% chez le chat numéro 12, l'ARN muté du coronavirus de la péritonite infectieuse féline se retrouve dans leurs fesses. Ce dernier résultat expliquerait la faible incidence des cas de PIF, puisque les coronavirus de la péritonite infectieuse féline ne se répliquent que très rarement dans l'intestin et n'est, par conséquent, qu'exceptionnellement excrété dans les fesses. Afin d'expliquer la présence d'ARN du coronavirus entérique félin dans les selles des chats malades, Chang et al. Suggèrent une superinfection de ceux-ci par les coronavirus entériques félins des chats asymptomatiques présents dans leur environnement. En effet, nous pouvons percevoir dans le groupe C que chez le chat numéro 107 atteint de la PIF, la séquence du gène 3C du virus systémique est génétiquement plus proche de celle du coronavirus entérique félin du chat numéro 179 vivant dans le même milieu que lui. Alors que le virus intestinal est identique au coronavirus entérique félin de ses compagnons numéro 113 et 176. Ainsi, nous pouvons imaginer que le chat numéro 107 a été premièrement infecté par le coronavirus entérique félin 179, qui a muté, a quitté l'intestin et a induit la PIF. Il a ensuite été doublement infecté par les coronavirus entériques félins 113 et 176. Ces résultats soulignent que les porteurs sains favorisent les superinfections des chats atteints de la PIF. Néanmoins, ces superinfections ne contribuent pas à la pathogenèse de la PIF. En conséquence, les porteurs sains peuvent représenter une source de confusion importante dans l'interprétation des données épidémiologiques et moléculaires de la maladie. L'existence de coronavirus entérique félin bénin et de coronavirus entérique félin pathogène circulant librement dans la population féline est une hypothèse alternative à celle de la mutation in vivo du coronavirus entérique félin. Elle est moins populaire du fait que la PIF survient de manière sporadique et que les épidémies à l'intérieur des populations félines domestiques sont peu fréquentes. Néanmoins, quelques analyses phylogénétiques et quelques comparaisons post-mortem entre les coronavirus félins intestinaux et systémiques remettent en question la théorie de la mutation. Afin de voir si deux formes génétiquement distinctes de coronavirus entérique félin coexistent dans l'environnement, une avirulente et une virulente, Brown et al. Ont effectué des analyses épidémiologiques et moléculaires sur les séquences virales de 4 gènes du coronavirus félin chez des chats infectés cliniquement sains et des chats atteints de la PIF. Les chats, provenant des fermes du Maryland ou des hôpitaux vétérinaires de la région, ont soit été suspectés d'avoir la PIF, soit ont été en contact avec des chats malades. Les analyses phylogénétiques
c'est-à-dire l'étude des relations de parenté entre les gènes des virus présents, démontre que 3 des 4 gènes des chats sains infectés par le coronavirus entérique félin détiennent des caractéristiques monophylétiques qui sont distinctes des chats atteints de la PIF. La monophylie entre les gènes des chats asymptomatiques signifie que les gènes des coronavirus entériques félins ont une souche commune, qui est phylogénétiquement différente de celle des coronavirus de la péritonite infectieuse féline. La monophylie présente dans ces 3 gènes soutient l'hypothèse de la circulation de 2 virus génétiquement différents, car les coronavirus entériques félins avirulents n'induisent aucun symptôme et les coronavirus entériques félins virulents ou coronavirus de la péritonite infectieuse féline déclenchent, eux, la PIF. Bien qu'un fort signal phylogénétique différencie les cas de PIF des cas asymptomatiques, Brown et al. Ont cependant observé que la séquence virale du gène de polymérase 1A exprime un caractère paraphylétique contrairement aux 3 autres gènes. Comme l'illustre la partie A, la paraphylie révélée dans un des 4 gènes dévoile que les coronavirus entériques félins seraient génétiquement liés au coronavirus de la péritonite infectieuse féline du même environnement, et soutiendrait donc la théorie de la mutation. A l'inverse, la monophylie visible dans la partie B est confirmée dans 3 des 4 gènes. Elle sépare distinctement les coronavirus entériques félins des coronavirus de la péritonite infectieuse féline et soutient la théorie de l'existence de 2 virus génétiquement différents. Comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, bien que l'infection bénigne avec le coronavirus entérique félin montre une légère virémie, elle est largement limitée aux intestins, en opposition au coronavirus de la péritonite infectieuse féline qui se dissémine à haute concentration dans le corps des chats malades. Suite à ces découvertes, Dye et Siddle ont fait une comparaison post-mortem de l'ARN viral présent dans le jéjunum d'un chat atteint de la PIF avec celui présent dans son foie et avec un coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2. Ceci leur permet de déterminer si le virus intestinal est réellement différent du non intestinal lors de la PIF ou s'il s'agit du même virus. Il est intéressant de noter que les séquences de nucléotides et d'acides aminés du coronavirus félin présent dans le jéjunum du chat et du coronavirus félin présent dans son foie sont identiques à 100%. Il s'agirait donc du même virus. De plus, la comparaison du coronavirus félin présent dans le jéjunum du chat avec le coronavirus de la péritonite infectieuse féline de contrôle révèle que les acides aminés de la plupart des protéines structurales et non structurales sont conservés à plus de 90%. Les seules différences entre eux se trouvent dans la protéine S et dans les gènes 3A et 3B. Sachant que 80 à 90% des coronavirus félins sont du sérotype 1, le coronavirus félin présent dans le jéjunum du chat l'est probablement aussi, ce qui expliquerait la diversité avec le gène S du coronavirus de la péritonite infectieuse féline de contrôle. Concernant les gènes 3A et 3B, la différence est due à une délétion de 65 acides aminés chez le coronavirus de la péritonite infectieuse féline de contrôle, qui a vraisemblablement eu lieu durant ses passages dans les cultures cellulaires. Par contre, le gène 3C est défectueux chez les 2 virus, alors que le gène 7B est intact. Ainsi, tous ces résultats sont en forte opposition à la théorie de la mutation interne. Cependant, Dye et Siddle nous rappellent qu'un autre facteur particulier pourrait expliquer ces résultats. En effet, il est possible qu'une seconde population virale minoritaire, par exemple celle des coronavirus entériques félins avirulents présentes dans le jéjunum du chat, n'ait pas été diagnostiquée à cause de sa faible concentration. Effectivement, en fin de stade de la PIF, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline sont capables de se répliquer de manière incontrôlable et migrent à nouveau dans l'intestin, où leur concentration virale
peut excéder celle des coronavirus entériques félins intestinaux. Le statut immunitaire du chat joue un rôle décisif dans la pathogenèse de la PIF. Effectivement, suite à plusieurs expériences et observations, il a été démontré qu'une immunosuppression et que le stress favorisent le développement de la PIF. L'âge du chat, ainsi que l'environnement dans lequel il vit, semblent également être décisifs. Afin de nous faire prendre conscience de l'importance du statut immunitaire dans la pathogenèse de la PIF, Polland et al. Ont mené une expérience sur 2 groupes de chats aux statuts immunitaires divergents. Alors que le premier groupe de chats est chroniquement atteint du virus de l'immunodéficience féline, le second groupe est un groupe de contrôle au système immunitaire intact. Après une infection orale par un coronavirus entérique félin, l'excrétion virale fécale a été mesurée. Le résultat montre dans le groupe de contrôle que l'excrétion virale fécale cesse ou atteint un faible niveau aux semaines 3 et 4 après inoculation. Contrairement, dans le groupe positif au virus de l'immunodéficience féline, l'excrétion reste à un haut niveau à la semaine 4. En plus d'excréter les coronavirus entériques félins sur une plus longue période, la concentration virale est 10 à 100 fois supérieure à celle du groupe négatif au virus de l'immunodéficience féline. Par ces résultats, Polland et al. Nous rappellent que le virus de l'immunodéficience féline est responsable d'une immunodéficience qui rend le chat vulnérable aux infections. Dû à la difficulté de tenir sous contrôle l'infection par les coronavirus entériques félins, ceux-ci ont la possibilité de se répliquer dans l'intestin à un plus haut titre que chez les chats sains. Ceci explique l'excrétion virale fécale élevée et durable chez les chats immunodéprimés et représente aussi un plus haut risque de mutation. Finalement, Orzinek et al. Indiquent que le virus de la leucose féline représente lui aussi une prédisposition au développement de la PIF chez les chats simultanément infectés par le coronavirus entérique félin. En se répliquant dans les cellules souches de la moelle osseuse, le virus de la leucose féline inhibe le système immunitaire cellulaire et permet ainsi une réplication intestinale illimitée des coronavirus entériques félins. Outre les co-infections, le stress dû par exemple à un déménagement, à un changement de propriétaire, à un séjour dans un refuge, à une visite chez le vétérinaire ou à une chirurgie, favorise le développement de la PIF. Toutes ces situations, pénibles pour le chat, influent sur son système immunitaire et le rendent plus vulnérable aux infections. La PIF a tendance à survenir chez les jeunes chats âgés de moins de 2 ans, voire chez les très vieux chats. Rohrer et al. Ont déjà fait remarquer que l'âge joue un rôle important, en citant que 70% des cas de PIF sont âgés de moins d'1 année. Là aussi, un système immunitaire immature ou réduit pourrait avoir son importance. Vu que la transmission des coronavirus félins se produit majoritairement de manière orofécale, l'environnement dans lequel vit le chat est de ce fait crucial. Plusieurs études démontrent que la PIF apparaît être un problème particulier chez les chats gardés en groupe, alors qu'elle ne se manifeste que très rarement chez les chats d'extérieur ou détenus à faible effectif. Ceci pourrait expliquer le fait que les chats de race sont plus sujets au développement de la PIF. De plus, leur fond génétique est plus uniforme que les chats bâtards. Encore une fois, cela aurait un impact sur le système immunitaire félin. L'immunité adaptive comprend un système immunitaire spécifique à médiation cellulaire et humorale. La plupart des pathogènes suscitent avec le temps une réponse immunitaire spécifique cellulaire représentée par les lymphocytes T. Les lymphocytes T reconnaissent les antigènes des micro-organismes de façon ciblée. Ceci permet leur activation et en conséquence la lyse directe des cellules infectées ainsi que l'aide à la réponse humorale. La réponse humorale, quant à elle, comprend des anticorps spécifiques à un antigène.
les anticorps sont sécrétés par les plasmocytes, des cellules dérivées des lymphocytes B. Au cours de la réponse immunitaire, les anticorps ont trois fonctions principales. Activer le système du complément, recruter des cellules immunocompétentes et se lier à l'antigène. Le rôle de l'immunité humorale dans la protection contre la PIF est ambigu. En effet, plusieurs infections expérimentales ont affirmé que la PIF survient plus rapidement chez les chats séropositifs que chez les chats ne présentant aucun anticorps contre les coronavirus félins au moment de l'infection. De nombreuses autres observations font également penser que la présence d'anticorps n'a aucune fonction protectrice et tend à favoriser à haut titre l'apparition de la PIF en faisant partie du processus d'évasion immunitaire du coronavirus. Ce processus se nomme l'Antibody Dependent Enhancement, ou ADE. En règle générale, les anticorps spécifiques à un virus jouent un rôle important dans le contrôle de l'infection virale. Cependant, dans certains cas, la présence d'anticorps s'avère bénéfique au virus. Le fait que les chats séropositifs au coronavirus tombent malades de la PIF de façon plus flagrante que les chats séronégatifs peut s'expliquer par la théorie de l'ADE. L'ADE est un phénomène dans lequel les anticorps spécifiques à un virus facilitent l'entrée du virus ainsi que leur réplication dans les cellules cibles. L'opsonisation des virus par les anticorps favorise ainsi l'infection des monocytes et des macrophages à la place d'induire la neutralisation des virus. En conséquence, les cellules phagocytaires infectées par le virus disséminent l'infection dans tout le corps. De plus, la réplication virale dans les phagocytes, des composants essentiels au système immunitaire, les endommage et les détruit. De cette façon, l'ADE contribue indirectement à l'affaiblissement du système immunitaire non spécifique et permet la formation et la déposition de complexes immunes dans les organes. Comme nous l'avons déjà évoqué, chez les chats atteints de la PIF, le coronavirus de la péritonite infectieuse féline se réplique à haut titre dans les monocytes et macrophages, et est donc présent dans de multiples organes. A l'inverse, chez les chats asymptomatiques, le coronavirus entérique félin est essentiellement présent dans l'intestin. Ainsi, les monocytes et macrophages sont les cellules cibles des coronavirus de la péritonite infectieuse féline et semblent être principalement infectés en présence d'une concentration élevée en anticorps. Grâce à l'ADE, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline sont phagocytés par leurs cellules cibles et se répandent dans le corps à l'abri du système immunitaire. En effet, dans le cas de la PIF, des études ont démontré que les anticorps semblent incapables d'identifier les cellules infectées et de les marquer afin d'induire leur lyse. On nous parle du processus d'intériorisation des protéines virales. Après que les anticorps spécifiques au coronavirus de la péritonite infectieuse féline se fixent aux protéines virales exprimées à la surface des cellules infectées, celles-ci sont intériorisées dans le cytoplasme. La cellule infectée est ainsi rendue invisible au système immunitaire, car plus aucun antigène viral n'est présent dans leur membrane plasmique. De cette manière, la réplication virale peut se poursuivre à l'intérieur de la cellule sans qu'elle ne soit éliminée. On insiste également sur le fait que l'intériorisation est uniquement déclenchée par des anticorps spécifiques dirigés contre les protéines de surface et membranaires qui possèdent des motifs d'intériorisation dans leur queue cytoplasmique. L'absence de protéines virales visibles dans la membrane plasmique des monocytes infectés protège aussi les coronavirus contre l'Antibody Dependent Complement Mediated Lysis, ou ADCML. L'ADCML est la liste des cellules infectées par le système du complément, lors de liaison des anticorps à celle-ci. Une fois activé,
le système du complément provoque des réactions biochimiques en cascade qui terminent par la lyse des cellules ciblées et contribuent à l'éradication des agents pathogènes. Ainsi, l'invasion cellulaire a principalement lieu grâce à l'ADE engendré par les anticorps dirigés contre la protéine de surface du coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Lorsque ces anticorps sont absents, les coronavirus de la péritonite infectieuse féline de type 2 peuvent aussi infecter les monocytes et les macrophages en utilisant l'aminopeptidase N féline comme récepteur viral qui n'est nullement impliqué dans le processus de l'ADE. Pourtant, que ce soit dans le cas d'une invasion cellulaire via le récepteur viral ou via le récepteur Fc des anticorps, le coronavirus de la péritonite infectieuse féline qui entre dans la cellule cible doit à tout prix échapper à sa digestion et doit être capable de libérer son génome dans le cytoplasme. Pour ce faire, une acidification est indispensable, que les anticorps soient présents ou non. Les cytokines sont des glycoprotéines solubles semblables aux hormones qui sont principalement sécrétées par les cellules immunitaires. Plusieurs études suggèrent que les chats qui présentent une forte réponse immunitaire à médiation cellulaire ne développent pas la PIF. Inversement, les chats avec une réponse immunitaire humorale prédominante sont sujets à développer la maladie. Pour tester ces hypothèses, Kippa et al. Comparent la sécrétion des cytokines chez les chats asymptomatiques infectés par le coronavirus félin et chez les chats malades de la PIF. Comparés aux chats atteints de la PIF, les chats asymptomatiques mais séropositifs au coronavirus félin exposent un niveau d'interleukine 10 plus élevé dans la rate. Par contre, des niveaux inférieurs en interleukine 6 ont été mesurés dans les nœuds lymphatiques mésentériques. L'interleukine 10 est une cytokine essentiellement exprimée par les lymphocytes T, les cellules responsables de la réponse immunitaire à médiation cellulaire, et agit de façon immunosuppressive en inhibant la sécrétion d'autres cytokines. Il a aussi la propriété de stimuler les cellules tueuses naturelles, ainsi que la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps, ou ADCC, dans les monocytes. En évitant une activation massive des macrophages, l'interleukine 10 contribue à la suppression du virus et justifie la faible concentration virale chez les chats asymptomatiques, comparée aux chats atteints de la PIF. De plus, l'interleukine 10 a tendance à réduire l'expression de l'intégrine bêta-2, un récepteur d'adhésion cellulaire dans les monocytes. De cette manière, l'aptitude des monocytes à adhérer aux cellules endothéliales et à initier une vascularite due à leur migration est restreinte. A l'inverse, l'interleukine 6, sécrétée par les macrophages, favorise la production d'anticorps par les plasmocytes, cellules responsables de la réponse immunitaire humorale. Dans les tissus lymphatiques des chats atteints de la PIF, les niveaux en interleukine 12 s'avèrent bien plus faibles que dans ceux des chats infectés asymptomatiques. L'interleukine 12 induit la production d'interférons gamma dans les cellules tueuses naturelles et les lymphocytes T. Vu que l'interféron gamma inhibe le système Th2 dont la fonction principale est l'aide à la production d'anticorps, l'interleukine 12 contrôle la réponse immunitaire en direction du système Th1 qui stimule l'immunité cellulaire. De ce fait, Kippa et al. Suppose que le développement de la PIF pourrait être dû à un manque en interleukine 12 qui favoriserait l'activation des monocytes et des macrophages à cause d'une réponse immunitaire cellulaire trop faible. D'ailleurs, Kiss et al. Suggèrent dans une précédente étude qu'un faible niveau en facteur de nécrose tumorale alpha et élevé en interféron gamma
indique une immunité contre la PIF, alors qu'une réponse immunitaire opposée favorise le développement de la PIF. Enfin, les chats malades présentent des niveaux en interleukine 1β considérablement plus élevés dans les nœuds lymphatiques mésentériques. L'interleukine 1β est principalement sécrétée par les macrophages. C'est une cytokine pro-inflammatoire et pyrogène qui va agir au niveau de l'hypothalamus lors d'une infection, afin d'induire la synthèse de prostaglandine qui sera à l'origine de la fièvre. Elle agit également au niveau de l'endothélium vasculaire, en induisant la synthèse de protéines membranaires qui seront indispensables à la diapédèse des cellules immunitaires. Finalement, au niveau du foie, elle active la synthèse de molécules de la phase aiguë de l'inflammation. Les signes cliniques d'une infection par le coronavirus félin sont extrêmement variables. Les chats infectés peuvent soit rester cliniquement sains, voire présenter quelques symptômes temporaires non spécifiques, soit développer une maladie mortelle, la PIF. Dans la majorité des cas, l'infection au coronavirus induit chez le chat une faible entérite qui se reflète en diarrhée passagère et en légère fièvre qui disparaît spontanément après quelques jours. La gravité de ces symptômes semble dépendante de l'âge du chat lors de son infection. Alors que les chats adultes ne présentent en principe aucun symptôme, les jeunes chats sont plus sensibles. Rappelons que seulement 5 à 12% des chats infectés par le coronavirus félin développent la PIF. La majorité de ces chats montrent des symptômes généraux non spécifiques, tels qu'une forte fièvre réfractaire aux antibiotiques, de la fatigue, une perte d'appétit, ainsi qu'une perte de poids. Cependant, en plus de ces signes cliniques, 2 formes principales de la maladie sont décrites. Il existe une forme humide ou effusive, caractérisée par une inflammation généralisée des séreuses et des vaisseaux sanguins, et une forme sèche ou non effusive, caractérisée par des lésions granulomateuses dans les organes. Un mélange de ces 2 formes est également possible. A priori, la forme humide naîtrait des conséquences d'une immunité cellulaire très faible. Suite à une inflammation principale du péritoine, le symptôme le plus communément reconnu de la forme humide de la PIF est une accumulation de liquide dans la cavité abdominale du chat. À cause de cette effusion, l'abdomen du chat se distend et grossit de façon considérable. Outre ce principal symptôme, des épanchements pleuraux et péricardiques peuvent également apparaître. Dans certains cas, l'effusion se restreint à la cavité thoracique et une dyspnée est habituellement remarquée. Chez les chats non castrés, l'inflammation peut aussi toucher la tunique vaginale, membrane séreuse entourant les testicules, et peut provoquer un gonflement du scrotum. Ces diverses effusions sont considérées comme le résultat d'une augmentation de la perméabilité vasculaire due à une réaction d'hypersensibilité de type 3. L'hypersensibilité de type 3 est le résultat d'une forte réponse immunitaire humorale où des complexes antigènes-anticorps se forment. Ils induisent des inflammations au site de leur formation ou de leur déposition, telles que dans les parois vasculaires. Ces complexes immunes activent également les composants C3 du système du complément qui accentuent, en plus de la migration des leucocytes, la vascularite. De plus, lors de vascularite systémique ou lors de lésions granulomateuses, Takano et al. Ont reporté que la concentration du Vascular Endothelial Growth Factor est amplifiée dans le plasma sanguin. Ce facteur est impliqué dans la perméabilité vasculaire et dans la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. C'est pourquoi
Leur production, maintenue par les monocytes et les macrophages infectés par le coronavirus de la péritonite infectieuse féline, résulte en une perméabilité vasculaire intensifiée et par conséquent en la formation d'œdèmes et en l'apparition d'effusions accrues dans les cavités corporelles. Contrairement à la forme humide de la PIF, qui touche principalement les séreuses et les vaisseaux sanguins, la forme sèche de la PIF touche essentiellement les parenchymes. Des symptômes spécifiques dépendent des organes affectés par l'inflammation et par la formation ou le dépôt de complexes immunes. Typiques d'un stade avancé de la forme sèche de la PIF sont les symptômes neurologiques visibles chez 10% des chats atteints de la PIF. Les symptômes les plus connus sont la perte d'équilibre, l'ataxie, les crampes, l'hypersensibilité, les changements comportementaux, le nystagmus et d'autres déficits des nerfs crâniens. D'un point de vue embryologique, les yeux sont une extension du cerveau. C'est pourquoi il n'est pas rare d'observer des symptômes ophtalmologiques dans la forme sèche de la PIF. Rougeur, opacité et changement de couleur ou de forme de l'œil font partie de ces symptômes. Le foie, les poumons, l'intestin, les reins ainsi que la peau peuvent également être fonctionnellement endommagés. La présence d'un ictère illustre la participation du foie dans l'infection des coronavirus de la péritonite infectieuse féline. Une pneumonie pyogranulomatoseuse, chez les chats victimes de la PIF sèche, peut aussi être la raison d'une dyspnée. Concernant l'intestin, des lésions murales du côlon ou de la jonction iléocécale se produisent occasionnellement et peuvent être associées à une diarrhée chronique et à des vomissements. Des nœuds lymphatiques mésentériques enflés peuvent parfois être palpables et peuvent aussi faire penser à la présence d'une éventuelle néoplasie. Dans le cas où les reins sont touchés, une dilatation des reins peut également être décelable à la palpation. Dans le cadre d'une étude rétrospective, Rohrer et al. Ont noté la fréquence des différents symptômes de la PIF remarqués chez 136 chats atteints de la PIF. Ce tableau illustre leurs résultats.